Je fus convoqué par la surveillante chef, grande femme au visage impassible. Elle commença par m'interroger sur mes origines. « Quelle religion ?» fut sa première question. « Aucune, je suis athée. »« L'athéisme est interdit ici. Vous irez donc à l'église. » Je répondis qu'il n'en était pas question. Je ne croyais en rien de ce que l'église représentait, et n'étant pas hypocrite, je ne la fréquenterais pas. En outre, j'étais juif de naissance. Y avait-il une synagogue ici ? Elle me dit sèchement que des offices pour tous les détenus juifs avaient lieu le samedi après-midi. Cependant, comme j'étais la seule prisonnière juive, elle ne pouvait m'autoriser à y assister au milieu de tant d'hommes. Après avoir pris un bain, je revêtis la tenue de prison. Ensuite, on m'expédia dans ma cellule et on m'y enferma. D'après ce que Most m'avait raconté sur Blackwell's Island, je savais déjà que la prison était vieille et humide, les cellules petites, sans lumière ni eau. J'étais donc préparé au sort qui m'attendait. Néanmoins, à la minute où la porte se referma sur moi, je commençais à suffoquer. Je tâtonnais dans le noir à la recherche d'un endroit où m'asseoir et trouver un lit étroit en fer. Terrassé par une grande fatigue, je m'endormis. Je fus tiré de mon sommeil par une sensation de brûlure vive aux yeux. Et effrayé, je me levai d'un bond. On tenait une lampe tout contre les barreaux. « C'est quoi ?» criai-je, oubliant où je me trouvais. Excusez-moi. Le faisceau de la lampe se dirigea alors vers le sol, et je pus discerner un visage maigre et ascétique qui me contemplait. Une voix douce me félicita pour mon sommeil profond. C'était la surveillante du soir qui faisait sa ronde de routine. Elle me dit de me déshabiller et s'en alla. Mais je ne réussis pas à m'endormir cette nuit-là. Le contact irritant de la couverture rugueuse et les ombres qui se glissaient derrière les barreaux me tinrent éveillé jusqu'à ce que la sonnerie d'un gong me fasse me relever. On déverrouilla et ouvrit en grand les lourdes portes des cellules. Des silhouettes à rayures bleues et blanches avancèrent en se traînant et se mirent machinalement, moi compris, en file indienne. « Marche !» La file s'ébranlera le long du couloir et descendit les escaliers jusqu'à un recoin équipé de lavabo et de serviettes. À nouveau, l'ordre. « Lavez-vous !» Et chacune de réclamer à grands cris une serviette, lesquelles étaient déjà toutes sales et trempées. Je n'eus même pas le temps de finir de m'asperger la figure, de me laver les mains et de me sécher que l'ordre nous arriva de repartir. C'était l'heure du petit déjeuner. Une tranche de pain et une tasse en fer blanc remplie d'une eau chaude brunâtre. À nouveau, la file se forma et on divisa cette humanité à rayures en sections qui furent expédiées à leurs tâches quotidiennes. Je fus dirigé avec d'autres femmes à l'atelier de couture. Nous nous mettions en file. En avant, marche ! 3 fois par jour et 7 jours sur 7. Après chaque repas, nous disposions de 10 minutes pour parler entre nous. Un torrent de paroles surgissait aussitôt de la bouche de ces êtres réprimés. De précieuses secondes en précieuses secondes, les clameurs augmentaient, puis d'un seul coup, le silence. L'atelier de couture était grand et bien éclairé. Le soleil entrait à flot par les hautes fenêtres, et ses rayons accentuaient la blancheur des murs et la monotonie de la tenue réglementaire. Sous cette lumière crue, les formes humaines qui flottaient dans leurs habits trop amples et disgracieux paraissaient encore plus hideuses. Néanmoins, l'atelier changeait agréablement de ma cellule, qui était sombre et humide, même pendant la journée car située au rez-de-chaussée. Les cellules des étages supérieurs recevaient un peu plus de clarté, et on pouvait même lire à la lumière qui pénétrait par les fenêtres du couloir, à condition de se tenir près des barreaux de la porte. Le verrouillage des cellules pour la nuit était l'expérience la plus pénible de la journée. Les détenus devaient avancer le long des galeries, comme toujours en file indienne. Chacune quittait la file et atteignait sa cellule. Y entrait, et une fois à l'intérieur, les mains sur la porte en fer attendaient l'ordre « Fermez !» C'est alors que les 70 portes se refermaient avec fracas, se verrouillant automatiquement. Encore plus pénible cependant était l'humiliante obligation quotidienne de marcher en rang serré jusqu'à la rivière pour y transporter le seau d'excréments accumulés depuis 24 heures. On me nomma responsable de l'atelier de couture. Ma tâche consistait à couper le tissu et à préparer l'ouvrage pour les 2 douzaines de femmes qui étaient employées. Je devais aussi contrôler les rentrées de tissu et les colis sortants. Je me réjouissais de ce travail qui m'aidait à oublier la monotonie de mon existence en prison. Les soirées néanmoins représentaient une véritable torture.
Si les premières semaines je m'endormais à peine ma tête sur l'oreiller, très vite je passais mes nuits à me tourner et à me retourner, cherchant en vain le sommeil. De ces nuits abominables, il m'en restait, même dans l'hypothèse de la remise de peine habituelle de 2 mois, encore près de 290. 290. Et Sacha, je restais éveillé à calculer dans le noir la somme des jours et des nuits qui l'attendaient. Même s'il était libéré après avoir purgé sa première condamnation de 7 ans, il lui restait plus de 2500 nuits. J'étais paralysé par la crainte qu'il n'y survécût pas. Il n'y avait rien de tel que des nuits blanches en prison pour rendre les gens fous, me songeais-je. Mieux valait mourir, me semblait-il. Mourir ? Frick n'était pas mort, et Sacha, sa jeunesse magnifique, sa vie, toutes ces choses qu'il aurait pu accomplir, étaient vouées au sacrifice, peut-être pour rien. Mais l'attentat de Sacha, en allemand dans le texte, aurait-il été vain ? Ma foi révolutionnaire n'était-elle qu'un simple écho de ce que d'autres m'avaient dit ou appris ? Quelque chose en moi insistait. Non, non, ce n'est pas en vain. Devant un grand idéal, aucun sacrifice n'est perdu. Un jour, la surveillante chef m'annonça que je devais obtenir des femmes qu'elle produise plus. Elle prétendait que celle-ci avait travaillé davantage sous la précédente prisonnière chargée de l'atelier de couture. Je réagis avec indignation à la proposition que devienne une exploiteuse d'esclaves. C'était justement parce que je haïssais les esclaves tout autant que leurs exploiteurs et d'orcage à la surveillante que j'avais été envoyé en prison. Je me considérais comme une détenue parmi d'autres et non au-dessus des autres. J'étais fermement décidé à ne rien faire qui impliquerait un reniement de mes idéaux. Je préférerais la punition. L'une des méthodes utilisées pour châtier les récalcitrantes consistait à les obliger à rester pendant des heures dans un coin, face à un tableau noir, sous l'œil vigilant de la surveillante. Cette pratique me paraissait mesquine et insultante. Si une telle indignité devait se présenter à moi, je décidai que j'aggraverais mon délit pour mériter le cachot, mais les jours s'écoulèrent sans qu'aucune sanction ne tombe. En prison, les nouvelles se propagent à une rapidité incroyable. En l'espace de 24 heures, toutes les femmes savaient que j'avais refusé de me comporter en exploiteuse. Jusque-là, sans se montrer désagréable avec moi, elles avaient gardé leur distance. On leur avait raconté que j'étais une redoutable, entre guillemets, anarchiste, et que je ne croyais pas en Dieu. Elles ne m'avaient jamais vu à l'église, et je ne participais pas à leurs 10 minutes d'effusion de parole. À leurs yeux, j'étais un monstre. Et quand elles apprirent que j'avais refusé d'endosser le rôle de chef, leurs réticences envers moi tombèrent. Après l'église, le dimanche, on ouvrait les cellules pour permettre aux femmes de passer 1 heure les unes après les autres. Le dimanche suivant, chacune des détenues de mon étage me rendit visite. Elles m'assurèrent qu'elles me considéraient comme leur amie et qu'elles feraient n'importe quoi pour moi. Des filles qui travaillaient dans la blanchisserie me proposèrent de laver mes vêtements. D'autres de repriser mes bas. Chacune tenait à me rendre service. J'en fus profondément touché. Ces pauvres créatures étaient tellement assoiffées de bonté que le moindre geste de gentillesse prenait une importance démesurée dans leur monde étriqué. Par la suite, elles vinrent souvent vers moi pour me confier leurs ennuis, leur haine de la surveillante chef, leur béguin pour des prisonniers. Elles faisaient preuve d'une ingéniosité proprement stupéfiante lorsqu'il s'agissait d'entretenir les amourettes sous les yeux même des responsables. Mes 3 semaines aux Tombs m'avaient amplement confirmé la réalité de l'affirmation révolutionnaire selon laquelle le crime est le produit de la pauvreté. La plupart des prévenus en attente de leur procès, des hommes et des femmes sans amis, fréquemment sans domicile, venaient des plus basses couches de la société. Ces êtres malchanceux et ignorants gardaient néanmoins l'espoir au cœur tant qu'ils n'avaient pas été jugés coupables. Une fois pénitenciers, cependant, quasiment tous les détenus sombraient dans le désespoir. Leurs ténèbres intérieures, les peurs et les superstitions qui les maintenaient en esclavage étaient mises à nu. Seule une petite demi-douzaine sur les 70 prisonnières manifestait quelques maigres signes d'intelligence. Les autres étaient des parias sans la moindre conscience sociale. Elles ne pensaient qu'à leur malheur personnel. Le fait qu'elles étaient des victimes, des maillons d'une chaîne sans fin d'injustice et d'inégalité dépassait leur entendement. Dans leur prime enfance, elles n'avaient connu que la pauvreté, la misère noire et les privations, conditions qui les attendaient pareillement à leur sortie de prison.
Et pourtant, elles étaient capables de compassion ou de dévouement, d'élan généreux. Je n'allais pas tarder à m'en rendre compte lorsque je tomberais malade. L'humidité de ma cellule et le froid des derniers jours, de décembre, avaient ravivé mes vieux rhumatismes. Des jours durant, la surveillante chef s'était opposée à mon transfert à l'infirmerie, mais à la fin, elle dut s'incliner devant l'ordre du médecin détaché. C'était une chance que la prison de Blackwell's Island ne bénéficie pas d'un médecin entre guillemets attitré. Les soins dispensés aux détenus malades dépendaient du Charity Hospital, tout proche. Comme cet établissement hospitalier organisait des formations de 3e siècle d'une durée de 6 semaines, la rotation du personnel était importante. Les équipes étaient placées sous la supervision directe d'un médecin détaché de la ville de New York. Le Dr White, un homme bienveillant et plein d'humanité. La qualité des soins que recevaient les détenus n'avait rien à envier à ceux de n'importe quel hôpital de New York. L'infirmerie était la pièce la plus grande et la plus claire du pénitencier. Ses fenêtres spacieuses donnaient sur une immense pelouse qui s'étalait devant la prison et au-delà sur l'East River. Par beau temps, le soleil y pénétrait généreusement. Un mois de repos, la gentillesse du médecin et les attentions de mes compagnes de prison contribuèrent à apaiser mes douleurs et à me remettre sur pied. Lors d'une de ces tournées, le Dr White prit la fiche suspendue au pied de son lit, sur laquelle était inscrit mon délit et mon identité. Il lut « Incitation à l'émeute » et gloussa « Baliverne, je ne vous vois pas capable de faire du mal à une mouche. Quelle belle émeutière vous feriez !» Il me demanda alors si je n'aimerais pas rester à l'infirmerie pour m'occuper des malades. « Oui, certainement, répondis-je. Je ne connais rien au métier d'infirmière. » Il me rassura. Tout le monde dans la prison était dans le même cas. Il avait essayé depuis un certain temps de convaincre la ville de désigner une infirmière qualifiée comme responsable de l'infirmerie, sans succès. Il était obligé de faire venir une infirmière du Charity Hospital pour les interventions chirurgicales ou les cas graves. Je pourrais sans difficulté apprendre les rudiments des soins administrés aux malades. Il me montrerait comment prendre le pouls, la température et autres gestes simples. Si je voulais rester, il en parlerait au directeur et à la surveillante chef. Peu de temps après, j'assumais mes nouvelles fonctions. L'infirmerie comptait 16 lits, la plupart d'entre eux occupés en permanence. Dans cette même pièce, des patientes étaient soignées pour des maladies telles que la tuberculose et la pneumonie. D'autres subissaient de graves opérations et d'autres encore accouchaient. Les journées étaient longues, épuisantes, et les plaintes des patients très éprouvantes pour les nerfs, mais j'adorais mon travail. Il me donnait l'occasion de me rapprocher de ces femmes malades et d'apporter un peu de gaieté dans leur vie. J'avais tellement plus de richesse qu'elles. L'amour et les amis, plein de courriers et les messages quotidiens d'aide. Des apostrophes E majuscules D, bien sûr. Des anarchistes autrichiens, propriétaires d'un restaurant, m'envoyaient chaque jour mon dîner qu'Ed lui-même transportait jusqu'au bateau. Fedia m'approvisionnait chaque semaine en fruits et légumes, en fruits et mets délicats. J'avais tant à donner. Partager avec mes sœurs qui ne bénéficiaient ni d'attention ni d'amis était une joie pour moi. Bien sûr, il y avait quelques exceptions, mais la majorité ne possédait rien. Elles n'avaient jamais rien possédé auparavant et ne posséderaient rien non plus une fois libérées. Elles étaient des exclus abandonnés sur le tas de fumier de la société. Petit à petit, j'eus à assumer l'entière responsabilité de l'infirmerie. Une de mes tâches consistait à répartir les rations spéciales allouées aux prisonnières malades. 1 litre de lait, une tasse de bouillon de bœuf, 2 œufs, 2 biscuits salés et 2 morceaux de sucre pour chacune. À plusieurs reprises, du lait et des œufs manquèrent et je signalais à la surveillance le jour. Elle me rapporta plus tard que la surveillante chef avait jugé ces disparitions sans importance et que certaines malades suffisamment robustes pouvaient se passer de leurs rations supplémentaires. J'avais déjà eu des multiples occasions d'observer cette surveillante. Elle éprouvait une violente antipathie pour quiconque n'était pas d'origine anglo-saxonne. Ses cibles préférées étaient les Irlandaises et les Juives, contre qui elle pratiquait une discrimination systématique. Je ne fus donc pas surprise du message qu'elle me fit transmettre. Quelques jours plus tard, la détenue qui apportait les relations de l'hôpital m'informa que la surveillante chef avait remis les portions manquantes. Excusez-moi. Quelques jours plus tard, la détenue qui apportait les rations de l'hôpital m'informa que la surveillante chef avait remis les portions manquantes à 2 plantureuses prisonnières noires. Là non plus, je ne fus pas surprise. Je savais qu'elle avait une prédilection marquée pour les détenus de couleur. Elle ne les punissait que rarement et leur accordait souvent des privilèges inhabituels.
En contrepartie, ses protégés espionnaient les autres détenus, y compris celles de couleur comme elle, mais trop honnêtes pour se laisser soudoyer. Pour ma part, je n'avais jamais éprouvé de préjugés contre les gens de couleur. Au contraire, leur situation en Amérique, où on les traitait comme des esclaves, me touchait profondément. Et je haïssais la discrimination. L'idée que l'on pût voler les rations de personnes malades, qu'elles soient blanches ou de couleur, pour en nourrir d'autres en bonne forme, outrageait mon sens de la justice. Néanmoins, je me sentais impuissante pour intervenir. Au début, j'avais eu quelques conflits avec la surveillante chef, suite à quoi elle m'avait laissé totalement en paix. Un jour, mon refus de traduire une lettre écrite en russe adressée à une prisonnière l'avait mise en rage. Elle m'avait convoqué dans son bureau pour que je lise la lettre et lui rapporte son contenu. En voyant que la lettre ne m'était pas destinée, je l'avais informé que la prison ne m'employait pas comme traductrice. C'était déjà inadmissible que les responsables carcéraux mettent leur nez dans le courrier personnel d'êtres humains sans défense. Pas question que j'y participe. Elle m'avait répliqué que c'était stupide de ma part de ne pas profiter de sa bonne volonté. Car elle avait le pouvoir de me renvoyer à ma cellule, de me priver de la remise de peine pour une bonne conduite et de rendre le reste de mon séjour bien plus pénible. Je lui avais rétorqué qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, mais que je ne lui lirais pas les lettres personnelles de mes malheureuses sœurs, et encore moins les lui traduirais-je. C'est alors qu'intervint l'affaire des rations manquantes. Les malades commencèrent à soupçonner qu'on ne leur donnait pas l'intégralité de leur part. Elles s'en plaignirent au médecin qui me questionna directement. Je dus lui avouer la vérité. Je n'eus pas connaissance de ce qu'il dit à la surveillante contrevenante, mais la livraison intégrale de rations reprit. 2 jours plus tard, je fus convoqué au rez-de-chaussée et enfermé au cachot. J'avais pu constater à plusieurs reprises les effets de l'épreuve du cachot sur d'autres prisonnières. Une détenue, mise au pain et à l'eau, y avait séjourné 28 jours, alors que le règlement interdisait tout séjour excédant 48 heures. On dut alors la sortir sur une civière. Ses mains et ses jambes étaient enflées, son corps couvert de plaques rouges. Ce que cette pauvre créature, ainsi que d'autres me décrivaient, me rendait malade. Mais la réalité dépassa de loin tout ce que j'avais entendu. Le cachot était entièrement vide. Il n'y avait que le sol froid en pierre pour s'asseoir ou s'allonger. L'humidité des murs contribuait également à l'horreur de l'endroit. Mais le pire était l'absence totale de lumière et d'air. L'obscurité impénétrable si dense qu'on ne pouvait distinguer sa propre main devant son visage. J'avais l'impression de couler au fond d'une fosse prête à m'engloutir. Je repensais à la description de Most. L'Inquisition espagnole en pleine Amérique. Il n'avait pas exagéré. Petite parenthèse, je vais mettre un trigger warning prison. Voilà. La porte se ferma derrière moi et je m'immobilisai, craignant de m'asseoir ou de m'appuyer contre le mur. Puis je commençai à chercher la porte à tâtons. L'obscurité s'estompa peu à peu. Je perçus un léger bruit, puis ça rapprocha lentement et entendis une clé tourner dans la serrure. Une surveillante apparut. Je reconnus Mademoiselle Johnson, qui m'avait effrayé en me tirant de mon sommeil lors de ma première nuit en prison. J'avais appris à connaître et à apprécier sa belle personnalité. Sa gentillesse envers les prisonnières était la seule lueur qui venait éclairer leur morne existence. Elle m'avait prise sous son aile, presque immédiatement, et m'avait manifesté de manière indirecte et à plusieurs reprises son affection. La nuit, quand tout le monde dormait et que le calme régnait dans la prison, Mademoiselle Johnson entrait souvent dans l'infirmerie, posait ma tête sur ses genoux et me caressait tendrement les cheveux. Elle me rapportait les informations des journaux pour me distraire et essayer d'égayer mon humeur dépressive. Je savais que j'avais trouvé une amie dans cette femme, âme solitaire qui n'avait jamais connu l'amour d'un homme ou d'un enfant. Elle pénétra dans le cachot, une chaise pliante et une couverture sous le bras et me dit « Tu peux t'asseoir là-dessus et te mettre ça sur le dos. Je vais laisser la porte entrouverte pour faire entrer de l'air. Tout à l'heure, je t'apporterai du café chaud pour t'aider à passer la nuit. » Elle ajouta qu'elle souffrait beaucoup de voir des prisonnières enfermées dans ce trou horrible, mais qu'elle n'était pas en mesure de les aider, ne pouvant se fier à la plupart d'entre elles. Elle était sûre qu'avec moi c'était différent.
À 5 h du matin, mon ami dut reprendre la chaise et la couverture et m'enfermer à double tour. Je ne me sentais plus oppressé par le cachot. L'humanité de Mademoiselle Johnson avait chassé les ténèbres. Je réalisais quand on me sortit du cachot et que l'on me renvoyait à l'infirmerie qu'il était presque midi. Je me remis donc au travail. Plus tard, je sus que le docteur White avait demandé à me voir et que dès qu'il avait appris que j'étais puni, il avait ordonné ma libération. La prison n'autorisait les visites qu'au bout d'1 mois d'incarcération. Depuis le premier jour, tout en mourant d'envie de voir Ed, je redoutais sa venue. J'avais encore le souvenir de l'épouvantable visite à Sacha, mais à Blackwell's Island, les conditions étaient un peu moins terribles. Je retrouvais Ed dans une pièce où d'autres prisonniers accueillaient leurs familles et amis. Aucun gardien ne s'interposa entre nous deux. Les autres détenus, entièrement occupés par leurs propres visiteurs, ne prêtèrent pas attention à nous. Nous éprouvions néanmoins de la gêne et main dans la main, bavardâmes de choses et d'autres. Notre seconde rencontre eut lieu dans l'infirmerie, pendant la garde de Mademoiselle Johnson. Prévenante, elle installa un paravent pour nous cacher de la vue des autres malades et se tint elle-même à distance. Ed me prit dans ses bras. C'était merveilleux de sentir à nouveau la chaleur de son corps, d'entendre battre son cœur, d'embrasser goulûment ses lèvres. Mais son départ me laissa en émoi, dévoré par l'envie ardente de mon amant. Toute la journée, je luttais pour réfréner le désir violent qui bouillonnait dans mes veines, mais durant la nuit, sa force m'emporta. Je parvins enfin à m'endormir d'un sommeil agité par des rêves et des images de nuit enivrantes avec Ed. Un supplice, totalement épuisant. Je ne fus pas mécontente quand il amena Fédia et d'autres amis. Ed vint un jour accompagné de Voltairine de Clare. Des amis de New York l'avaient invité à intervenir lors d'un meeting de soutien pour moi. À l'époque où je lui avais rendu visite à Philadelphie, elle était souffrante et ne pouvait pas me parler. Aussi étais-je contente de cette occasion de mieux la connaître. Nous devisâmes de ce qui nous tenait le plus à cœur, Sacha et le mouvement. Voltairine promit de se joindre à moi après ma libération dans de nouvelles actions pour soutenir Sacha et m'assura qu'en attendant elle allait lui écrire. Ed, lui aussi, maintenait le contact avec Sacha. Le visiteur était systématiquement orienté vers l'infirmerie. Un jour, pourtant, je fus convoqué au bureau du directeur pour y rencontrer quelqu'un. À ma grande surprise, John Swinton et sa femme m'y attendaient. Swinton était une personnalité bien connue dans le pays. Il avait travaillé avec les abolitionnistes et combattu pendant la guerre de sécession. En qualité de rédacteur en chef du Sun de New York, il avait plaidé en faveur des réfugiés européens qui venaient chercher asile aux États-Unis. Ami et conseiller de jeunes écrivains et débutants, il avait été l'un des premiers à prendre la défense de Walt Whitman, dont les puristes déformaient les idées. Les beaux traits de John Swinton ainsi que sa grande taille et son port altier en faisaient un personnage imposant. Il me salua chaleureusement et me rapporta qu'il venait de faire remarquer au directeur Pillsbury qu'au temps de la lutte pour l'abolition de l'esclavage, il avait tenu des discours autrement plus violents que la moindre de mes paroles à Union Square. On ne l'avait pourtant pas arrêté. Il avait ajouté que le directeur devait avoir honte de garder enfermée, entre guillemets, une petite jeune fille comme celle-là. Swinton poursuivit. Et devinez ce qu'il m'a répondu. Qu'il n'avait pas le choix, qu'il ne faisait que son devoir. C'est ce que disent tous les faibles, les lâches qui rejettent toujours la responsabilité sur les autres. C'est alors que le directeur s'approcha de nous. Il assura à Swinton que j'étais une prisonnière modèle, et que j'étais devenue une infirmière compétente en très peu de temps. En fait, je faisais tellement bien mon travail qu'il aurait souhaité me voir condamné à 5 ans. Swinton se mit à rire. Vous êtes drôlement généreux, hein? Vous allez peut-être lui donner un emploi payé quand elle aura fait son temps? Pillsbury répond. Assurément, je le ferai. Eh bien, vous seriez un sacré crétin. Ne savez-vous donc pas qu'elle ne croit pas aux prisons? Vous pouvez compter sur elle pour laisser tout le monde s'échapper. Et que deviendrez-vous alors? Le pauvre homme était gêné, mais se joignit au badinage. Avant de prendre congé, mon visiteur se tourna une dernière fois vers le directeur. Il lui recommanda de prendre bien soin de sa petite protégée, sinon il lui botterait les fesses. Le directeur s'était toujours comporté correctement avec moi.
La surveillante-chef, en revanche, changea complètement d'attitude à mon égard après la visite des Swinton. Elle commença à m'inonder de privilèges. De la nourriture provenant de sa table, des fruits, du café et des promenades sur l'île. Je refusais toutes ces faveurs excepté les promenades. C'était la première fois en 6 mois que j'avais l'occasion de sortir et de respirer l'air du printemps sans barreaux pour m'arrêter. En mars 1894, un influx important de femmes vint grossir nos rangs. Il s'agissait majoritairement de prostituées ramassées au cours de rafles. En effet, la ville avait été l'heureuse bénéficiaire d'une nouvelle croisade contre le vice. La commission Lexoff, pour la direction du révérend Parkhurst, mania le balai qui devait nettoyer New York de cet affreux fléau. Les hommes présents dans les débits de boissons pouvaient repartir libres, mais les femmes étaient arrêtées, condamnées et envoyées à Blackwell's Island. La plupart de ces malheureuses arrivèrent dans un état lamentable en raison du sevrage brutal qu'elles avaient subi, car presque toutes étaient dépendantes aux stupéfiants. C'était un véritable crève-cœur de voir leur souffrance. Faisant preuve d'une force de géant, ces fragiles créatures secouaient les barreaux de fer, juraient et réclamaient en hurlant de la drogue et des cigarettes. Elles s'effondraient ensuite sur le sol, épuisées, et gémissaient pitoyablement toute la nuit. La détresse de ces pauvres bêtes me rappela la dure lutte que j'avais menée pour me passer de l'effet apaisant des cigarettes. Mis à part la période de 10 semaines de maladie à Rochester, j'avais fumé pendant des années, parfois jusqu'à 40 cigarettes par jour. Quand nous étions vraiment à court d'argent et que c'était soit le pain soit les cigarettes, nous penchions en général pour ces dernières, pour la simple et bonne raison que nous ne pouvions rester longtemps sans fumer. En prison, n'étant plus en mesure de satisfaire cette dépendance, je vivais un supplice proche de l'insupportable, et c'était 2 fois pire la nuit. Enfermé dans ma cellule pour obtenir du tabac, et c'était 2 fois pire la nuit, enfermé dans ma cellule. Pour obtenir du tabac, il fallait agresser des pattes. Mais je savais que si une prisonnière était prise en train de me procurer des cigarettes, elle serait punie. Je ne voulais pas exposer mes co-détenus à ce risque. Quant au tabac à priser, qui était autorisé, je ne réussissais jamais à y prendre goût. Il ne me restait plus qu'à m'accoutumer au manque. J'avais une grande capacité de résistance, et en lisant, j'arrivais à oublier mon envie de cigarette. Il n'en fut pas ainsi pour les nouvelles arrivantes. Dès qu'elles apprenaient que je m'occupais de la pharmacie, elles me poursuivaient de leurs offres d'argent ou pis encore, en appelaient pitoyablement à mon humanité. Rien qu'une dose de dope, pour l'amour de Dieu. Je me rebellais contre l'hypocrisie chrétienne qui permettait à des hommes de repartir libres tout en expédiant en prison ces pauvres femmes qui avaient satisfait leurs besoins sexuels. Quelle cruauté de priver brutalement ces victimes de stupéfiants qu'elles prenaient depuis des années. J'aurais volontiers donné à ces toxicomanes ce dont elles avaient si terriblement besoin. Ce n'était pas par crainte d'une punition que je me retenais de soulager leurs états de manque, mais à cause de la confiance que le Dr White avait placée en moi. Il m'avait chargé de la pharmacie, il s'était montré gentil et généreux. Je ne pouvais pas le trahir. Les hurlements des femmes me troublèrent pendant des jours, mais je ne reculais pas devant mes responsabilités. Un jour, on m'amena à l'infirmerie une jeune Irlandaise pour y subir une opération. En raison de la gravité du cas, le Dr White me fit venir 2 infirmières qualifiées. Après l'opération qui se prolongea jusque tard dans la soirée, la patiente resta sous ma responsabilité. Les effets de l'éther la rendirent très malade. Elle se mit à vomir violemment, et les points de suture de sa plaie s'ouvrirent, provoquant une grave hémorragie. J'envoyai un appel d'urgence au Charity Hospital. Le médecin et son équipe arrivèrent au bout de ce qui me parut être des heures. Or, cette fois-là, l'équipe ne comprenait pas d'infirmières. Je dus prendre leur place. J'avais une journée particulièrement dure et n'avais dormi que très peu. L'épuisement m'obligea à me cramponner à ma main gauche à la table d'opération, tandis qu'avec ma main droite, je faisais passer les instruments et les éponges. Tout à coup, la table céda et mon bras resta coincé. Je criai de douleur. Dans un premier temps, le Dr White, plongé dans ses manipulations, ne se rendit pas compte de ce qui s'était passé. Quand enfin il fit relever la table pour libérer mon bras, on aurait dit que chaque os avait été brisé. La douleur était insoutenable, et il ordonna une piqûre de morphine. « Nous nous occuperons de son bras plus tard, la piqûre d'abord !» Je suppliai, « Pas de morphine !» Je me rappelais encore l'effet de la dose de morphine que le docteur Julius Hoffman m'avait administré un jour contre l'insomnie. Cela m'avait effectivement endormi, mais pendant la nuit j'avais essayé de me jeter par la fenêtre.
Ça, j'avais dû user de toute sa force pour m'en empêcher. La morphine m'avait rendu folle. Il était hors de question que j'en prenne. L'un des médecins me demanda quelque chose qui m'apaisa. Une fois la patiente sur la table d'opération fut remise dans son lit, le docteur White examina mon bras. « Vous êtes bien potelé, dit-il, ce qui a protégé vos os. Rien n'est cassé, juste un peu écrasé. » On me mit une attelle. Le docteur voulut que j'aille me coucher, mais il n'y avait personne d'autre pour veiller. Pour veiller la patiente. Elle allait peut-être connaître sa dernière nuit. Ses chairs étaient si grièvement infectées que les points de suture ne tiendraient pas, et une deuxième hémorragie s'avérait fatale. Je décidai de rester à son chevet. Je savais que je ne pourrais pas dormir en présence d'un cas aussi grave. Je veillais toute la nuit, tandis qu'elle luttait contre la mort. Au matin, j'envoyai chercher le prêtre. Tout le monde fut surpris de mon geste, et particulièrement la surveillante chef. Elle s'étonna. Comment une athée comme moi pouvait faire une chose pareille, et qui plus est choisir un prêtre? J'avais refusé de voir non seulement les missionnaires, mais même le rabbin. Elle avait remarqué que je m'étais lié d'amitié avec les 2 sœurs catholiques qui nous rendaient souvent visite le dimanche. Je leur avais même préparé du café. Est-ce que je ne pensais pas que l'église catholique était depuis toujours l'ennemi du progrès et qu'elle avait persécuté et torturé les juifs? Comment pouvais-je être si inconséquente? Je lui ai assuré que je le savais, bien sûr. J'étais opposé à l'église catholique tout autant qu'aux autres. Pour moi, elles étaient toutes pareilles, des ennemis du peuple. Elles prêchaient la soumission, et leur Dieu était celui des riches et des puissants. Je haïssais leur Dieu, et je serais toujours en guerre contre lui. Mais si je pouvais croire en quelque religion que ce soit, je donnerais ma préférence à l'église catholique. C'est la moins hypocrite, lui dis-je. Elle se montre indulgente pour les faiblesses humaines, elle a un sens de la beauté. De plus, les sœurs catholiques et le prêtre n'avaient pas essayé de me sermonner comme les missionnaires, le pasteur et le grossier rabbin. Ils ne se préoccupaient pas de mon âme et me parlaient plutôt des choses humaines, en particulier le prêtre qui était un homme cultivé. Ma pauvre patiente était arrivée à la fin d'une vie trop dure pour elle. Le prêtre pourrait lui apporter quelques instants de paix et de bonté. Pour quelle raison ne l'aurais-je pas appelé? Mais la surveillante était trop bornée à ses yeux, trop bornée pour suivre mes arguments ou comprendre mes intentions. À ses yeux, je demeurais, entre guillemets, un drôle de spécimen. Au seuil de la mort, ma patiente me supplia de faire sa toilette mortuaire. J'avais manifesté, me dit-elle, plus de gentillesse à son égard que sa propre mère. Elle voulait s'assurer que ce serait ma main qui la préparerait pour son dernier voyage. Je la ferais belle. Elle voulait paraître ainsi pour sa rencontre avec Marie, Mère de Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, entre guillemets. Je n'eus pas beaucoup de mal à la rendre aussi ravissante dans la mort qu'elle l'avait été dans la vie. Ses boucles noires mettaient en valeur la délicatesse de son teint d'albâtre, bien plus que les procédés artificiels qu'elle avait utilisés pour embellir ses traits. Ses yeux lumineux, sur lesquels j'avais baissé les paupières de mes propres doigts, étaient désormais clos. Ses sourcils ciselés et ses longs cils noirs rappelaient l'éclat qui avait été le sien. Comme elle avait dû captiver les hommes, il l'avait détruite. Mais là où elle était, il ne pouvait plus l'atteindre. La mort avait apaisé ses souffrances. Elle avait l'air enfin sereine dans sa pâleur de marbre. Pendant la fête de Pâques juive, je fus convoqué à nouveau dans le bureau du directeur. Ma grand-mère m'y attendait. Elle n'avait cessé de supplier Ed de l'emmener avec lui, mais pour lui épargner cette douloureuse expérience, il avait refusé. Rien ne pouvait arrêter cette âme dévouée. Dans son mauvais anglais, elle avait réussi à s'introduire auprès du directeur de l'administration pénitentiaire, avait obtenu un laissez-passer et s'était rendue au pénitencier. Elle me tendit, enveloppée dans un grand mouchoir blanc, des matzot, en yiddish dans le texte je crois, du gefühle fish, idem, et du gâteau de Pâques préparé de sa main. Elle essaya d'expliquer au directeur combien sa Chavele, en yiddish dans le texte, était une fille juive comme il faut, meilleure en fait que n'importe quelle épouse de rabbin, car elle donnait tout aux pauvres. Quand le moment de partir arriva, elle se mit dans tous ses états. Je tentai de la calmer, la suppliant de ne pas s'effondrer devant le directeur. Elle sécha courageusement ses larmes et prit congé. Le port fier et droit, je savais qu'elle allait pleurer amèrement dès qu'elle serait hors de vue, et sans doute qu'elle prierait aussi son Dieu pour la Chavele. Au mois de juin,
Un grand nombre de détenus furent renvoyés de l'infirmerie. Seuls quelques lits restèrent occupés. Pour la première fois depuis mon transfert de l'infirmerie, je disposais d'un peu de temps libre et pus ainsi lire de façon plus régulière. J'avais accumulé une vaste bibliothèque, beaucoup de livres envoyés par John Swinton ainsi que par d'autres amis, mais la plupart venaient de Justus Schwab. Il n'était jamais venu me voir et avait chargé Ed de m'expliquer qu'il lui était impossible de le faire. Il haïssait tellement les prisons qu'il n'aurait jamais pu m'y abandonner. S'il venait, il serait tenté de m'enlever de force, ce qui ne pourrait que causer des ennuis. Alors il m'envoya des piles de livres. Grâce à l'amitié de Justus, j'ai appris à connaître et aimer de nombreux auteurs anglais et américains, entre autres Walt Whitman, Emerson, Thoreau, Hawthorne, Spencer et John Stuart Mill. Pendant cette période, d'autres types d'individus se préoccupèrent aussi de mon salut. Tout un éventail de spiritualistes et de rédempteurs métaphysiques. J'essayais vraiment de découvrir leurs pensées, mais j'étais probablement trop ancré dans la terre pour suivre leurs ombres dans les nuages. Parmi les livres reçus, The Life of Albert Brisbane, en anglais dans le texte, écrit par sa veuve, portait sur la page de garde une dédicace élogieuse à mon attention. Une lettre cordiale de son fils, Arthur Brisbane, accompagnait l'ouvrage, dans laquelle il exprimait son admiration et l'espoir de recevoir ma permission d'organiser une soirée en mon honneur lors de ma libération. La biographie de Brisbane me fit découvrir Fourier et d'autres pionniers de la pensée socialiste. La bibliothèque de la prison comprenait des œuvres de qualité, dont celles de George Sand, George Eliot et Ouida. Le bibliothécaire en chef était un Anglais cultivé, qui avait été condamné pour faux et purgé une peine de 5 ans. Je ne tardais pas à trouver glissés dans les livres qu'il me remettait des billets doux formulés dans les termes les plus tendres mais qui, très vite, brûlèrent de passion. Il avait déjà effectué 4 ans de prison. Lisais-je dans l'un d'eux. Il avait soif de l'amour d'une femme et de camaraderie. Il me suppliait de lui accorder au moins la camaraderie. Acceptais-je de lui écrire de temps en temps, au sujet des livres que j'étais en train de lire ? L'idée de m'engager dans une amourette de prison ridicule me déplaisait. Mais le besoin de m'exprimer librement et sans censure était trop fort pour résister. Nous échangeâmes quantité de billets de nature souvent fort ardente. Mon admirateur était un merveilleux musicien qui jouait de l'orgue dans la chapelle. J'aurais adoré aller l'entendre et le sentir près de moi. Mais la vue des prisonniers en tenue rayée et menottée pour certains, que les prêches du pasteur achevaient d'humilier et d'insulter, m'était intolérable. J'en avais été témoin le 4 juillet, à l'occasion du discours d'un homme politique venu parler aux détenus des triomphes de la liberté américaine. Une mission pour le directeur m'avait amené à traverser l'aile des hommes, et j'avais entendu ce patriote pompeux pérorer devant une assemblée d'épaves physiques et mentales sur la liberté et l'indépendance. L'un des prisonniers avait été mis au fer pour une tentative d'évasion. À chacun de ses mouvements, j'avais entendu cliqueter ses chaînes. Fréquenter l'église m'était insupportable. La chapelle se trouvait juste au-dessous de l'infirmerie. De l'escalier, je pouvais entendre mon béguin de prison jouer de l'orgue par 2 fois le dimanche. Ce jour-là, c'était vraiment la fête, puisque la surveillante chef, n'étant pas de service, ne nous écorchait pas les oreilles de sa voix criarde. Il nous arrivait parfois aussi de recevoir la visite de 2 religieuses catholiques le dimanche. J'étais charmé par la plus jeune, encore adolescente, absolument ravissante et pleine de vie. Quand je lui avais demandé ce qui l'avait conduite à prendre le voile, elle m'avait répondu, levant ses grands yeux au ciel. « Le prêtre était jeune et si beau !» La bébé nonne, entre guillemets, comme je l'appelais, était capable de me débiter des nouvelles et des cancans pendant des heures, de sa petite voix joyeuse. Quel contraste agréable avec la grisaille de prison. Bonjour Nélite. De tous les amis que je me fis à Blackwell's Island, le prêtre se révéla le plus intéressant. Je ressentis d'abord de l'hostilité à son égard, pensant que, comme tous les autres religieux, il fourrerait son nez partout, mais je m'aperçus vite qu'il ne voulait pas parler que de livres. Il avait étudié à Cologne et avait lu énormément. Sachant que j'en possédais beaucoup, il suggéra que l'on fasse des échanges. Cette proposition m'étonna et je me demandais quelle sorte d'ouvrage il allait m'apporter, m'attendant au Nouveau Testament ou au catéchisme. Mais il vint avec des œuvres de poésie et de musique. Comme il avait librement accès à la prison à toute heure, il arrivait souvent à l'infirmerie vers 9h du soir et restait après minuit. Nous discutions de ses compositeurs préférés, Bach, Beethoven et Brahms, et échangions nos points de vue sur la poésie et les questions sociales.
Il me fit cadeau d'un dictionnaire anglais-latin qui portait la dédicace « Pour Emma Goldman, avec le plus grand respect ». Lorsque je voulus savoir pourquoi il ne m'avait jamais proposé la Bible, il me répondit « Parce que l'on ne peut ni la comprendre ni l'aimer si on est forcé de la lire ». Sa réponse me plut, et je l'invitai à m'en apporter un exemplaire. Elle avait une simplicité de langage et un fond de légende qui me fascinèrent. Mon jeune ami était l'insincérité même, un être pieux qui se consacrait entièrement à la religion. Il respectait tous les jours de jeûne sans exception et pouvait se perdre en prière pendant des heures. Un jour, il demanda mon aide pour décorer la chapelle. En descendant, je le trouvai, frêle silhouette émaciée, en train de prier silencieusement, inconscient de ce qui l'entourait. Mon idéal, ma foi à moi, était le pôle opposé de la sienne. Mais je le savais aussi ardemment sincère que moi. Notre terrain d'entente reposait sur notre ferveur. Le directeur Pillsbury se rendait fréquemment à l'infirmerie. Par rapport au cadre dans lequel il évoluait, c'était un homme peu commun. Son grand-père avait été geôlier, et son père comme lui-même était né dans une prison. Il comprenait les prisonniers sous sa charge et les forces sociales qui les avaient façonnés. Un jour, il me fit remarquer qu'il ne pouvait supporter les mouchards, entre guillemets. Il préférait le détenu doté d'amour-propre qui ne s'abaisserait pas à nuire à ses compagnons de détention pour obtenir des privilèges personnels. Lorsqu'un prisonnier affirmait solennellement son intention de s'amender et de ne plus jamais commettre de délit, le directeur était certain qu'il mentait. Il savait que personne ne pouvait commencer une nouvelle vie après des années de prison et avec le monde entier contre lui, à moins de bénéficier de l'appui d'amis à l'extérieur. Il observait que l'argent remis par l'État au détenu à sa libération ne suffisait pas à le nourrir, ne serait-ce que la première semaine. Comment pouvait-on s'attendre à ce qu'il s'en sorte, entre guillemets? Il racontait l'histoire d'un homme qui, le matin de sa sortie, prévint. « Pillsbury, la prochaine montre de gousset que je vole, je vous l'enverrai en cadeau. »« Voilà un homme comme je les aime, » dit-il dans un éclat de rire. Pillsbury était en mesure de faire beaucoup de bien pour les malheureux dont il avait les responsabilités, mais ses efforts étaient constamment entravés. Il devait tolérer que les prisonniers fassent la cuisine, la lessive et le ménage pour d'autres qu'eux-mêmes. Si la natte n'était pas correctement enroulée avant le repassage, la blanchisseuse risquait le cachot. Le favoritisme gangrénait la prison tout entière. Les détenus se trouvaient privés de nourriture pour la moindre infraction. Et Pillsbury, qui était un vieil homme, ne pouvait pas grand-chose pour s'y opposer. D'autant qu'il souhaitait éviter le scandale. Plus le jour de ma libération approchait, et plus la vie en prison me devenait insupportable. Les jours traînaient en longueur et la patience me rendait de plus en plus agité et irritable. Je ne parvenais même plus à lire. Je restais des heures perdu dans mes souvenirs. Je songeais aux camarades du pénitencier de l'Illinois que la grâce du gouverneur Altkeld avait ramené à la vie. Depuis mon incarcération, j'avais pu mesurer combien la libération de ces trois hommes, Nibe, Fielden et Schwab, avait fait avancer la cause pour laquelle leurs camarades de Chicago avaient fini sur l'échafaud. Le venin distillé par la presse contre Altkeld, pour son geste de justice, montrait à quel point il avait porté atteinte aux intérêts en place. Il avait en effet décortiqué le procès et démontré clairement que l'exécution des anarchistes était en réalité un assassinat judiciaire, perpétré malgré la preuve de leur innocence du crime dont on les avait accusés. Chaque détail de ces jours décisifs de 1887 se détachait avec une extrême netteté devant mes yeux. Je revivais aussi la réalité poignante de chaque moment, depuis ma première rencontre avec Sacha 5 ans auparavant, notre vie ensemble, son acte, son martyre. Pourquoi songeais-je Sacha restait-il si profondément enraciné dans mon être? Mon amour pour Ed n'était-il pas plus exalté, plus riche? Était-ce son acte qui m'avait attaché à lui par des liens aussi solides? Ma propre expérience de la prison était ô combien insignifiante à côté de ce que Sacha souffrait dans le purgatoire d'Allegheny. Que je puisse avoir trouvé mon incarcération rude, ne serait-ce qu'un instant, me fit honte. Sacha, lui, n'a vu à ses côtés aucun visage amical pour le réconforter. Dans la salle d'audience, pardon. Son droit de visite ayant été supprimé, il subissait l'isolement cellulaire et la solitude totale. L'inspecteur avait tenu parole.
Depuis ma visite en novembre 1892, Sacha n'avait plus jamais été autorisé à recevoir de visite. Combien avait-il dû désirer ma présence et la proximité physique d'une âme sœur? Combien devait-il en ressentir le manque? Mes pensées se bousculaient. Fédia, l'amoureux de la beauté, si délicat et sensible, et Ed dont les baisers avaient éveillé tant de désirs mystérieux, qui m'avaient ouverte à tant de richesses spirituelles. Mon éducation, je la devais à lui, ainsi qu'à tous les autres qui avaient fait partie de ma vie. Néanmoins, par-dessus tout, c'était la prison qui s'était révélée la meilleure école, certes plus douloureuse mais plus vitale. C'était là où j'avais connu de près les profondeurs et les complexités de l'âme humaine. J'y avais trouvé la laideur et la beauté, la méchanceté et la générosité. Là aussi, j'avais appris à voir la vie à travers mes propres yeux et non à travers ceux de Sacha, de Most ou d'Ed. La prison avait mis ma foi à rude épreuve. Elle m'avait aidé à découvrir cette force qui dormait en moi, la force de me sentir debout, seul, la force de vivre ma vie et de combattre pour mes idéaux, contre le monde entier si nécessaire. L'État de New York n'aurait pas pu me rendre meilleur service que de m'envoyer au pénitencier de Blackwell's Island.